Euh, oui, donc, juste pour compléter, moi je suis de base océanographe et océanographe de terrain, hein, donc je fais pas de modélisation. Je travaille à l'acquisition de données et puis à leur exploitation. Mon sujet de recherche a été essentiellement le cycle du carbone et du fer dans l'océan et pas vraiment sur la Méditerranée. J'ai pratiquement passé tout mon temps à étudier un autre océan, qui est l'océan austral, qui est celui qui entoure le continent antarctique, parce que en fait, c'est un des éléments, un des océans clés dans le système climatique. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi, enfin, de vous parler. Alors, c'est marqué le cycle du carbone. Bon, ça fait un peu titre de cours de master. Donc là, hier, j'ai changé. J'ai mis le changement climatique et l'océan est un allié précieux dans ce contexte. Et en fait, ce que je veux faire avec vous, là, c'est essayer de répondre à deux questions. La première, c'est pourquoi c'est un allié précieux. Et la deuxième, c'est, pardon, demain, est-ce que ça reste un allié? Est-ce que ça devient un ennemi? C'est un petit peu les deux questions que je vais essayer de traiter. Ça va être moins technique hein, que la présentation de Naya parce que bah, je suis plus en thèse, donc je suis moins focalisé. C'est pas moi qui travaille vraiment, voilà. Non, mais c'est parce que le sujet bon, va être plus général et appelle juste, ben, si on veut rentrer dans les détails techniques qui existent aussi, hein, ça devient, c'est un peu trop large. Donc, je vais vous montrer là, quelques diapos qui sont des choses de base que vous avez déjà vues probablement là dans le colloque, peut-être la veille et puis ailleurs. Mais c'est juste pour replacer dans le contexte le changement climatique et le lien avec l'océan. Donc la première, bah, ça c'est l'augmentation, l'anomalie de température depuis 1860, reconstituée par différents types de jeux de données. Euh, donc en partant de zéro, et puis on voit l'augmentation moyenne de la température, on est aux alentours de plus 1,4 en moyenne. Et les estimations concordent toutes. Donc il y a pas d'ambiguïté, hein, la Terre se réchauffe depuis la fin du 19e siècle. La deuxième chose, alors évidemment, ça, c'est des estimations moyennes, globales. On ne ressent pas le climat global. On ressent localement, alors quand on est dans la pièce ou éventuellement quand on est dans la région, quand on est dans la ville. Donc là, ça, c'est le graphe qui vient après. En fait, c'est un graphe que j'ai utilisé récemment pour approcher ça avec les élèves du lycée Arago à Perpignan. C'est des données d'anomalie aussi, mais qui concernent Perpignan depuis qu'existent les relevés. Et c'est présenté avec un code de couleur qui est classique dans ce genre de représentation. C'est des anomalies, donc il faut une période de référence. Là, c'est la référence, c'est les 30 années 70-2000. Et puis, quand c'est plus froid, c'est bleu. Quand c'est plus chaud, c'est rouge. Sans aller dans le détail, on voit très vite que c'était plus froid au début du XXe siècle et que la dernière décennie ou les deux dernières décennies sont plus chaudes. Là aussi, et là c'est du local. Donc ce qu'on voit à l'échelle moyenne globale au niveau planétaire, ça se traduit aussi localement dans les relevés, même s'ils ne remontent pas évidemment aux mêmes périodes. Donc le climat se réchauffe globalement, localement. La deuxième chose, c'est que on sait aussi, on connaît aussi la cause, donc ça vous avez vu aussi, c'est la fameuse courbe d'augmentation de la concentration du CO2 dans l'atmosphère. En 1959, il y a eu un Américain qui a eu la bonne idée de commencer à mesurer la concentration dans l'atmosphère au sommet du Mauna Loa, un volcan éteint de l'île de Hawaï. Et cette série a été poursuivie depuis. Et heureusement qu'on a cette série, parce elle permet de montrer très concrètement, avec des données, que la concentration en CO2 dans l'atmosphère augmente. On était à un petit peu moins de 320 en 1960. On a passé la barre des 400, peu importe l'unité, il y a 2-3 ans. Donc la concentration en CO2 augmente, c'est un fait.
ça se mesure. Et le lien entre la température et le CO2, il est connu. Le CO2 est un des gaz à effet de serre, et donc c'est ce qui, mécaniquement, physiquement, fait monter la température. Donc, réchauffement de la planète et émissions de CO2, c'est maintenant reste la cause de l'augmentation du CO2. Alors j'aime bien ce graphe qui présente un peu l'augmentation du CO2, mais d'une autre façon. Plutôt que de mesurer la concentration qu'on a dans l'atmosphère, ce graphe en fait présente les émissions, c'est-à-dire combien de milliards de tonnes, c'est en gigatonnes de carbone, combien de milliards de tonnes on émet par an. Et ça démarre en 90. Donc là, on émettait 25 milliards de tonnes par an. Et puis, plus ça va, plus la courbe augmente. Alors attention, ce n'est pas une concentration, c'est la quantité qu'on émet par an. Donc ça veut dire que chaque année, on met du CO2 dans l'atmosphère et on en met de plus en plus. Et ça, c'est le chiffre de 2025, donc l'année dernière. Et on est à 38 milliards de tonnes de CO2 émis par an. Si vous voulez des chiffres, alors ces chiffres viennent tous, tout ce que je vais vous montrer, une grande partie viennent de ce qui s'appelle le Global Carbon Project. C'est des scientifiques qui font la compilation de tout un tas de données autour du cycle du carbone et notamment des émissions. Si vous voulez des chiffres non discutables, c'est la source indéniable. Ce qui est intéressant dans cette courbe, c'est pour ça que je vous la montre, c'est qu'il y a des accidents. Il y en a un premier là, vous voyez, tout au début là, ça a baissé. Puis ici, il y en a un autre, ça a encore baissé. Puis là, à nouveau, ça a baissé. On regarde les années, là on était en 91, là on était en 2008, là on était en 2020. Pourquoi ça baisse? On peut regarder, évidemment, vous pouvez chercher dans votre tête, qu'est-ce qui aurait bien pu faire baisser les émissions? Dissolution de l'Union soviétique, baisse des émissions de 3%, crise financière de 2008, baisse des émissions de 1,5%, Covid, baisse des émissions de 5,6%. Quel est le message ou la conclusion qui est derrière? C'est qu'il y a un lien fort entre émissions et activité économique. Donc, il y a un lien fort entre augmentation du CO2, évidemment, dans l'atmosphère et l'activité économique. Maintenant, la question, et ça, Onaya l'a déjà un petit peu discuté, donc je vais pouvoir aller plus vite. Quand on s'intéresse au futur, on a besoin de travailler sur des scénarios. Combien on va mettre de CO2 dans l'atmosphère dans le futur. Donc il y a ces fameux scénarios qui ont été élaborés par le GIEC. Donc je reviens pas là-dessus, il y en a différents types. Ils portent des noms un petit peu barbares, mais peu importe. Ce que j'ai mis par là-dessus, par contre, c'est la courbe réelle des émissions, c'est-à-dire ce qu'on suit. Quand les scénarios ont été élaborés, on était par là, donc on est parti d'un... Et puis, voilà la courbe qu'on suit depuis. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir là-dessus? On peut se dire, le pire semble qu'on n'est plus tout à fait sur la trajectoire du pire. Mais le pire, c'était le pire. Par contre, vous connaissez les accords de Paris, l'idée de limiter le réchauffement à 2 degrés et les émissions qui correspondent. Vous regardez les courbes en bas, là, c'est les bleus. Ah les bleus, il semble qu'on ait peut-être raté le virage. Parce que, on est quelque part par là, et vous vous rappelez le détail de la courbe, elle est pas en train de diminuer. Elle augmente moins vite qu'elle augmentait, mais elle continue à augmenter. Donc on est sur une trajectoire. Alors où est-ce qu'on finira en 2050 ou en 2100? Ça dépend de la trajectoire qu'on va prendre. Et que si on veut arriver, par exemple, sur ces scénarios, alors je n'ai pas associé les températures, s'ils sont là. Par exemple, celui-là qui est avec une augmentation moyenne 2,7, il est temps il reste pas beaucoup d'années pour faire infléchir la courbe et l'infléchir sérieusement. Donc ça montre clairement que ce qu'on va faire dans les décennies qui viennent, là, ou dans la décennie, c'est critique, du point de vue des émissions. Pour finir sur les émissions,
J'aime bien montrer cette courbe-là aussi, parce que je trouve qu'elle est tellement simple que... moi, ça m'a toujours étonné qu'elle soit aussi simple. Alors ici, c'est la quantité de CO2 qu'on a émis, mais cumulée, hein, depuis le début qu'on met du CO2. Donc, c'est en milliards de tonnes. Et vous voyez, les chiffres, c'est des milliers de milliards de tonnes. On est là. Et là, c'est l'augmentation de la température moyenne de la planète. Et quand vous regardez ça, allez, à la louche, c'est linéaire, c'est une droite. Donc, ça veut dire que plus on met de CO2, mécaniquement, physiquement, on fait augmenter la température proportionnellement. Et donc, on peut remettre les scénarios sur cette courbe, par exemple jusqu'en 2050. Et on a ça, c'est-à-dire que plus on va mettre de CO2, plus on va aller loin sur la courbe, et donc on peut en tirer... là, c'est les modèles hein, qui le font, mais l'idée qui est derrière, c'est que plus on va loin, plus on augmente la température moyenne. Et le message qui est derrière ça, en fait, c'est que chaque gramme de CO2 qu'on met maintenant en plus, ça compte. Et donc, ça veut dire aussi que on peut faire en sorte que chaque gramme de CO2 ne s'ajoute pas à ça. Donc, ça, c'est une partie donc la partie émission, et c'est un petit peu, voilà, grossièrement, où est-ce qu'on en est. Ça pourrait être pire, mais c'est pas, on n'est pas sur des trajectoires qui nous amènent aux accords de Paris, c'est clair. Alors maintenant, je reviens à la courbe d'augmentation du CO2 dans l'atmosphère. Donc, c'est la courbe de tout à l'heure. Et on peut calculer combien ça fait par an. Et donc là, actuellement, c'est les chiffres de cette année, enfin de 2025, 20 milliards de tonnes de CO2 émis par an. Accumulés par an, pardon. Et à côté de ça, eh bien, on peut faire le bilan de ce qu'on a émis. Alors, on fait la somme. Il y a des études, enfin des façons assez rigoureuses hein, de faire ce bilan, et on voit que par an, on a à peu près émis 36 milliards de tonnes de CO2. C'est la combustion des énergies fossiles, hein, donc pétrole, gaz, charbon, pour les divers usages qu'on en a. Et puis, il faut y ajouter environ 5 gigatonnes, 5 milliards de tonnes, qui sont ce qu'on appelle les changements d'usage des sols. Bon, là-dedans, il y a une grosse part de la déforestation. Je vous laisse 2 minutes pour faire la somme. Non, 2 secondes, je veux dire, pour faire la somme. 35,9 plus 5. Et d'un autre côté, 20,4. Ça ne va pas. Il en manque. C'est-à-dire que, alors, soit ces chiffres-là sont faux, mais vraiment faux, soit il en manque. Alors, ça, c'est rigoureux. Donc, ça veut dire qu'il manque du CO2 dans l'atmosphère. Ça veut dire que la situation pourrait être bien pire parce qu'il en manque à peu près la moitié. Alors, il n'est pas manquant, ça veut dire simplement qu'il a été émis dans l'atmosphère et qu'il est allé ailleurs. Et donc, où est-ce qu'il est allé? Eh bien, on a ce qu'on appelle 2 grands puits sur la planète. Il y en a un qui est la biosphère terrestre, donc la végétation, toutes les végétations. C'est à peu près 8,7 milliards de tonnes par an, donc ça représente 21% des émissions. Et puis, c'est là que je voulais en venir, il y a un deuxième puits, qui est le puits océanique, à peu près 11,8 milliards de tonnes par an, 30%. Quand je monte ça, même à des étudiants ou dans des classes quand j'y vais, je pense que c'est pas peine il faut garder l'idée simple que quand on met du CO2 dans l'atmosphère, la moitié reste, la moitié passe dans les puits, et dans les puits, vous pouvez dire, allez, moitié dans la végétation terrestre, et l'autre moitié dans l'océan. Donc ça veut dire que ces puits, en fait, actuellement, c'est nos alliés dans la lutte contre le changement climatique, parce que sans ces puits, la concentration en CO2 serait beaucoup plus élevée. Elle serait à la limite, s'il n'y a aucun des 2 puits, la concentration est double dans l'atmosphère, 800 ppm. C'est invivable sur Terre.
Donc, je reviens au futur. Le futur du climat, il dépend de la concentration qui va être dans l'atmosphère en CO2 à la fin, dans 50 ans, dans 100 ans. Ça dépend des émissions, mais clairement, ça dépend aussi des puits et du devenir des puits. Et donc là, on a besoin de savoir quel va être le devenir des puits. Et pour savoir quel est le devenir des puits, il faut savoir comment ça marche. Alors, je ne suis pas du tout expert du puits terrestre, donc je ne vous en parle pas. Et moi, je vais vous dire quelques mots sur le puits océanique. D'abord, comment il marche. Et ensuite, ce qu'on pense, ou ce qu'on ne sait pas d'ailleurs, sur le futur de ce puits. Alors, comment ça marche? Ça, c'est l'océan. Alors, c'est très simple. En fait, l'océan, vous pouvez le voir avec, donc là, l'atmosphère, une couche bleu clair, là que j'ai mis, c'est la couche de surface, c'est celle qui est éclairée, elle est un peu plus chaude, donc elle est plus légère, elle est en surface. Et puis, en dessous, vous avez une couche profonde, et puis là, vous avez le fond. La couche de surface, elle est très fine, on va dire 100 mètres en moyenne. La couche profonde, elle est très profonde, on va dire 4000 mètres en moyenne. Puis en bas, vous avez le sédiment, les fonds marins. Le CO2 qui nous intéresse, ben on l'a mis, on le met dans l'atmosphère. Comme c'est un gaz physico-chimiquement, il se dissout et donc on en dissout une certaine quantité dans l'eau de surface. Si c'était ce mécanisme qui était le puits, ça ne serait pas des milliards de tonnes. Pourquoi? Ben parce que la dissolution, physiquement, ça se limite très vite. Et comme la couche là est très fine, le réservoir là, il est très petit. Et donc la quantité de CO2 qu'on peut mettre dans ce réservoir, elle est très faible. En tout cas, pas des milliards de tonnes, et pas tous les ans. Donc, pour pouvoir avoir un puits, il faut que le CO2 qui est rentré là, par dissolution, il puisse aller dans la boîte profonde. Et là, la boîte, le volume, il est très grand. Alors, comment c'est possible? C'est possible simplement par la circulation. Donc, si le CO2 était là, il est stocké pour 1 an au maximum. Quand on le descend en bas, et ça c'est possible si vous avez des endroits où l'eau va descendre par circulation, eh bien, il peut être stocké pour 10 à 100 ans. Si vous l'envoyez vraiment au fond, il peut être stocké jusqu'à une période de 100 à 1000 ans. 1000 ans, c'est à peu près le temps maximum. C'est le temps de mélange de l'océan. Et donc, de toute façon, au bout de 1000 ans, ça ressortira quelque part. Mais bon, 1000 ans, pour nous, ça laisse venir. Donc ça, c'est le mécanisme de stockage du CO2. Alors, les régions, c'est pas partout dans l'océan où on a cette flèche qui permet de passer de la couche de surface à la boîte profonde. Pour que ça se passe, il faut que l'eau coule. Et donc, où est-ce qu'elle coule? Quand elle est lourde, dense. Donc, c'est dans les régions froides qui dissolvent bien du CO2. Et ça se trouve donc essentiellement dans l'Atlantique Nord, du côté du Groenland, dans l'océan austral, dans toute une bande circumpolaire, et puis quelques spots localisés près du continent antarctique. Donc, c'est vraiment quelques endroits dans l'océan mondial où on a cette coulée d'eau. C'est ce mécanisme-là qui stocke, qui est le mécanisme du puits de carbone anthropique. Le carbone qu'on émet et qui est stocké dans l'océan, les 30%, c'est ça. C'est ce mécanisme. Ce n'est pas le seul mécanisme de puits. Il y en a un autre, ce mécanisme, c'est appelé la pompe physique ou pompe de solubilité. Il y en a un autre qui est assez similaire, celui-là, au mécanisme qui permet le stockage sur Terre, qui est lié à la photosynthèse. Sur Terre, vous imaginez que c'est les arbres, les végétaux qui stockent le carbone. Ce mécanisme existe aussi dans l'océan, sauf que la grosse différence, c'est qu'il n'est pas fait par des macro-organismes, il est fait par des micro-organismes, donc des organismes unicellulaires, avec un temps de vie très très court, donc ce qu'on appelle le phytoplancton, et qui absorbent le CO2, forment du carbone organique, mais comme c'est des organismes qui sont petits, qui ont des durées de vie très très courtes, en fait, le carbone qui est là-bas,
qui est stocké là, à l'échelle de la saison, il est dégradé par d'autres micro-organismes, les bactéries, et il a tendance à retourner sous forme de CO2. Donc à l'échelle de la saison, ce mécanisme-là ferait rien du tout en termes de stockage. En fait, parmi les organismes qui sont synthétisés ici, qui font de la matière organique, il y en a une toute petite partie qui va couler. Alors soit parce qu'ils meurent de leur belle mort, soit parce qu'ils sont mangés, qu'il y a des déchets qui sont envoyés. Et donc une fois que le carbone est rendu là, là il est dans l'océan profond. Et là c'est la même règle qui s'applique. Alors il peut être, les bactéries vont continuer à le remettre sous forme de CO2, mais plus il va aller profond, plus il va être stocké longtemps. La différence, je voulais attirer votre attention là-dessus, la différence essentielle avec la pompe physique, c'est qu'une partie du carbone va arriver au fond, tout au fond, pour aller se poser sur les sédiments. Pour 100 grammes, mettons, 1 gramme en moyenne arrive au fond. Donc le rendement est très faible, c'est 1%, mais par contre, une fois qu'il est là, il est stocké pour des... je ne sais pas pourquoi je ne sais pas vers quoi il faut le diriger pour que ça fonctionne, ou c'est la pile. C'est bon, j'appuie là. Là, il est stocké pour des millions d'années. Parce que une fois qu'il est sur le fond des océans, la seule façon de retourner dans l'atmosphère, c'est via des mécanismes géologiques, tectonique des plaques, volcanisme. Donc c'est extrêmement long, c'est des millions d'années. Un petit point d'aparté, une toute petite partie là, de ce carbone organique qui est stocké pour des millions d'années, il est sous une forme un peu particulière qui est le pétrole et le gaz. C'est ce qu'on appelle le carbone fossile, les combustibles fossiles. Et là, on comprend pourquoi on a un problème en fait actuellement. C'est que ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris dans ce réservoir qui met des millions d'années à retourner dans l'atmosphère, on l'a pris là et on l'a remis là-haut, mais sur des échelles de temps de l'ordre de 200 ans. Donc on a fait un court-circuit majeur dans le cycle naturel du carbone. Et il ne faut pas s'étonner que derrière, la machine ne réagisse pas. Elle réagit parce qu'il y a des puits, mais ça n'empêche pas l'accumulation du CO2 dans l'atmosphère. Le dernier point, alors qui est un peu subtil et je ne vais pas trop m'étendre, la pompe biologique, d'abord c'est un phénomène extrêmement... Alors, je ne vais pas vouloir froisser les physiciens, mais ce processus-là, c'est de la physique et un tout petit peu de chimie, et c'est bien compris et c'est bien modélisé. Ce processus-là, c'est beaucoup de biologie par-dessus, donc du vivant, c'est beaucoup plus divers, c'est beaucoup moins bien compris et c'est beaucoup moins bien modélisé. Donc on a fait d'énormes progrès dans les 50 dernières années sur la compréhension de ça. Il reste d'énormes lacunes dans la connaissance de ce mécanisme-là. Le dernier point sur ça, c'est que cette pompe biologique qui est très importante, elle exporte énormément de carbone vers l'océan profond et en stocke un petit peu dans les sédiments. Actuellement, elle ne nous aide pas. Alors, je vous ai dit, c'est celle-là qui fonctionne en réponse à l'élévation du CO2. Celle-là, je vais dire entre guillemets, elle dort. Pourquoi elle dort? Parce que en fait, les organismes ici, vous leur mettez plus de CO2 dans l'eau, ça leur fait rien. Ça les booste pas parce qu'elles ont besoin, comme nous, de tout un tas de nutriments pour fonctionner et que souvent, il leur manque un autre nutriment, mais surtout pas du CO2. Donc en fait, on considère que pour l'instant, cette pompe-là ne nous aide pas, elle nuit pas, elle n'aide pas par rapport à la problématique de l'augmentation du CO2 atmosphérique. Alors, maintenant qu'on a compris en fait comment marche le puits océanique, la question qu'on se pose, c'est que va devenir ce puits dans le futur? Et avant de se poser cette question-là, comme le CO2 a augmenté
depuis 200 ans, est-ce que le puits océanique est resté constant ou pas? Là, les travaux synthétisés par le GIEC permettent, et d'autres, ça c'est une étude, je n'ai pas mis la référence, c'est une étude récente, ça vient du Global Carbon Project, c'est l'évolution du puits océanique depuis 1960. Et ce qu'on voit clairement, c'est que le puits a augmenté. Donc en fait, plus on met de CO2 dans l'atmosphère, l'océan réagit en absorbant plus. Donc on va dire, c'est un bon allié. Il est de bonne composition. C'est-à-dire qu'il fait de son mieux, plus il en a, plus il en absorbe. Pourquoi c'est comme ça? C'est essentiellement une histoire d'équilibre avec l'atmosphère. C'est vraiment, plus vous en avez dans l'atmosphère, plus vous pouvez en dissoudre dans la première couche, et à condition qu'il soit emmené en bas, eh bien, vous pouvez continuer à pomper. La limite, c'est évidemment si vous remplissez tout le réservoir profond, mais on a des preuves, des mesures qui montrent que le réservoir profond, il n'est pas rempli. On voit très bien où pénètre le CO2 qui a été émis depuis 200 ans, et on connaît des régions profondes de l'océan qui sont vierges de ce CO2. Le CO2 n'est pas arrivé jusque-là. Donc il y a de la place encore. Et donc, bon, le puits océanique a tendance à suivre le mouvement, c'est ce qui est une bonne chose. Juste pour info, même si j'en parle pas, le puits terrestre fait aussi la même chose pour des raisons qui sont différentes, mais le constat est le même. Et donc les deux puits continuent à fonctionner autant qu'ils peuvent. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle jusqu'à maintenant. Et la question qui se pose, c'est est-ce que ça va continuer? Parce que si tout du moins on continue à faire augmenter le CO2 dans l'atmosphère, que vont faire les puits? Alors là, la question est beaucoup plus difficile. C'est seulement... Alors je reviens sur le puits physique. Qu'est-ce qui peut altérer dans le futur le fonctionnement du puits physique? On peut penser à une première chose qui est toute bête, c'est que comme la température moyenne de la planète augmente, la température moyenne des couches de surface de l'océan va augmenter, et c'est ce qu'on voit concrètement. Et si c'est plus chaud, eh bien, la quantité qui peut se dissoudre, elle est plus petite. C'est la loi de solubilité, c'est comme ça, mais plus c'est chaud, moins on dissout, donc ça ne va pas dans le bon sens. La deuxième raison, toujours avec la température qui pourrait altérer le fonctionnement de la pompe physique, c'est que cette couche-là, c'est la couche qui est éclairée, qui est chauffée. Et ça, c'est la couche, on va dire, qui est froide, qui est profonde. La frontière entre les deux, elle dépend évidemment de la différence de température entre celle-là et celle-là. Celle-là, on va dire, bon, ça bouge beaucoup moins parce que le réservoir est très grand. Par contre, là, ça peut chauffer très vite. Donc, on peut imaginer que la barrière ici va augmenter. Et si la barrière augmente, on peut imaginer qu'on va transférer moins facilement le CO2 qui est arrivé là dans les couches profondes. Donc, ces mécanismes-là plaident en faveur d'un ralentissement de la pompe physique et donc du puits. Est-ce qu'on voit ce réchauffement? Alors j'aurais pu vous montrer une carte du réchauffement des eaux océaniques. J'ai plutôt choisi celle-là parce que c'est une autre façon de voir les choses et c'est des événements plus ponctuels, mais on parle beaucoup de vagues de chaleur terrestres. Ça existe évidemment dans l'océan. Et donc ça, c'est une carte qui est produite par le service Copernicus, le service européen, qui donne à une date donnée, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, les zones qui subissent une canicule marine
et avec un degré de gravité, c'est le même, hein, la même façon de le déterminer que sur les canicules terrestres, modestes, importantes, sévères et extrêmes. Et vous voyez qu'il y a des régions, alors là par exemple la Méditerranée était bien dans le rouge-orange, et puis toute la bande équatoriale tropicale, en particulier dans l'Indien et dans l'Atlantique, était très fortement impactée. Donc, les eaux de surface sont fortement impactées, non seulement par le réchauffement moyen, mais aussi par des phénomènes extrêmes qui sont associés au fait que plus la moyenne se décale vers les extrêmes, plus l'extrême est extrême. Ce qui a été très bien expliqué, je pense, de nombreuses fois, y compris dans les médias. Donc, tout ça pour dire que y a des indices, ou en tout cas, il y a des signes qui peuvent laisser penser que le puits océanique va peut-être pas continuer à produire ce qu'il a produit jusqu'à présent, et donc à être un super allié. Qu'est-ce qu'on sait actuellement de ça? Est-ce qu'on a déjà des signes de faiblissement, par exemple, du puits océanique, puisqu'on sait qu'on a déjà réchauffé la planète de 1,4 degré? C'est difficile de conclure à l'aide de modèles. Hein, la philosophie des modèles a bien été présentée par Onaya. On peut reconstituer un certain nombre de choses, d'aspects du climat et de l'océan. C'est ce qui a été tenté très récemment. Et la conclusion, donc là, en fait, c'est un peu l'intensité du puits océanique, enfin sa variation depuis 1960. Alors, je vous ai dit, il continue à monter, mais l'idée, en fait, on voit qu'il aurait légèrement baissé, c'est-à-dire qu'il aurait augmenté un petit peu moins vite, là, pendant les 50 dernières années. Alors, les chiffres, c'est faible, c'est bruité. Donc, sur le passé, on va dire, c'est pas évident. La question, c'est que c'est pas un bon signe quand même. C'est pas au-dessus. Donc, il semble qu'il y ait un signal de réduction du puits océanique. Il est très faible, mais c'est un indice, et la question est évidemment comment va se prolonger cette courbe et combien de milliards de tonnes en moins l'océan va absorber dans les décennies qui viennent, si c'est ce qui se passe. La même chose a été faite par le puits terrestre. Alors, ça vous paraît très bruité, mais il faut faire attention. Moi, la première fois, j'ai vu ça, j'ai lu l'article, j'ai vu la courbe, et puis j'ai lu l'article, je dis, je comprends rien. Mais en fait, si vous regardez, l'échelle n'est pas du tout la même. Et donc, en fait, celui qui inquiète à l'heure actuelle, c'est le puits terrestre. Parce que la réponse du puits terrestre au réchauffement qui a déjà eu lieu semble être une diminution du puits. Et c'est interprété essentiellement par des grands changements, alors sécheresse et altération de la végétation, donc de la photosynthèse, et aussi évidemment la destruction de forêts par déforestation, qui en plus de mettre du CO2 dans l'atmosphère parce que vous en brûlez, laisse des surfaces qui sont plus capables de l'absorber. Donc actuellement, on va dire, je pense qu'il faut peut-être pas moi, mais si quelqu'un revient dans 5 ans ou dans 10 ans, on en saura un petit peu plus. Il y a des indices qui ne sont pas terribles sur l'évolution des puits dans le futur, ce qui n'est pas une super nouvelle. Et ils ont fait un calcul dans ce papier pour savoir, en fait, en termes de concentration, ces diminutions, à combien ça avait contribué. Et ils estiment que ces 6-7 ppm qui n'ont pas été absorbés, donc qui ont été laissés dans l'atmosphère. Si vous vous rappelez des courbes, hein, on est dans les 400, ça représente 2 à 3 années d'augmentation du CO2, donc sur 60 ans. Donc c'est pas énorme, mais c'est pas un bon signe. Voilà, j'arrive presque au bout. Oui, un dernier mot. Je vous ai parlé que de la pompe physique et je vous ai dit la pompe biologique sert à rien. Alors, elle sert à rien pour répondre aux émissions. Alors, il y a des gens qui se sont dit, c'est pas possible. Il y a un système là qui pompe du carbone,
et qui n'absorbe pas de carbone anthropique. Pourquoi? Alors, on connaît la raison dans certaines régions. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le fait que l'absorption du CO2 par le phytoplancton dans des grandes régions comme l'océan austral, c'est parce que ça manque de fer, anémie. Donc, des gens ont eu l'idée, dit bah écoutez, si on veut faire mettre ça en marche et absorber du CO2, il n'y a qu'à rajouter du fer dans l'océan. Ça appartient en fait, alors je pense qu'il y a eu une présentation hier sur ce sujet, ça appartient à quelque chose de beaucoup plus vaste qu'on appelle la géo-ingénierie climatique, qui consiste à essayer de modifier délibérément le climat. Et dans ce grand ensemble, il y a deux approches. Une qui est le carbon dioxide removal, on retire du CO2 de l'atmosphère. Et pour faire ça, on peut activer les pompes. Et ça, c'est exactement ce genre de choses qui est en lien avec le fonctionnement du puits océanique. Et donc certains suggèrent d'essayer d'activer cette pompe. Alors il y a d'autres mécanismes. On peut aussi essayer de tenter d'activer la pompe physique. Il y a les mêmes projets sur Terre. Et donc, si vous voulez, on peut en discuter pour la suite. Je pense que je suis au bout. Je ne sais pas si je suis en retard, en avance, peu importe. Et pour pas vous laisser sur ça, je vous laisse avec ça. J'aime bien, enfin, je trouve cette image, je l'aime bien parce que en fait, on pourrait penser que c'est une image qui est trafiquée, comme on en voit sur les médias, par exemple, pour évoquer la Terre en 2050, une planète en feu. En fait, c'est un lever de soleil à Kerguelen. Donc, ça a tout ce qu'il y a de naturel. Voilà. Mais je vous laisse avec cette image que j'aime bien. Merci.